IDFM 98 de la bonne et la bande FM. On retrouve ce soir dans cet Au-delà du miroir Serge Marquis qu'on avait accueilli un peu plus d'une année sur son livre qui s'appelait Le jour où je me suis aimé pour de vrai. Il est auteur aussi des aventures de Franchouillard, de Pansouillard, pas Franchouillard, Pansouillard le hamster. On est foutu, on pense trop. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, ça c'est aussi aux éditions du Point, c'est-à-dire deux éditions. On est foutu, on pense trop. Et là, on l'accueille pour sa dernière parution, Bienvenue parmi les humains, un petit traité de bienveillance envers soi-même. Bonjour Serge Marquis. Bonjour Joël, merci de m'accueillir à nouveau. Je suis contente, vous êtes québécois. Oui, tout à fait. Né au Québec, vivant près de Montréal, dans une ville qui s'appelle Longueuil. Vous êtes un ancien médecin. Oui, c'est vrai. Vous êtes toujours médecin. Oui, je fais encore, des gens disent, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je donne des conférences, j'écris des livres, etc., pour parler de stress et de toutes ces souffrances inutiles que l'être humain s'impose à lui-même. Les gens disent, bon, vous faites encore de la médecine. Alors, vous avez raison, je fais encore de la médecine. C'est de la médecine de l'âme. Oui, voilà. Alors, je suis curieuse, mais vous dédicacez ce livre à Eugène. Oui. Et vous dites à Eugène qui est parti trop tôt pour avoir cru en un étranger. Eugène a été la première personne à croire dans ce que j'écrivais. Ah, c'était vous l'étranger? Oui, c'est moi l'étranger. Il ne me connaissait pas. Un des contes qu'on retrouve dans le livre avait été publié dans un magazine au Québec. Et Eugène m'a téléphoné. Jamais on ne s'était rencontrés pour me dire « J'aimerais absolument vous rencontrer. J'aimerais écrire un livre avec vous. » Et puis on avait mangé ensemble et Eugène était une personne qui croyait dans ce que j'écrivais. Alors c'est pour ça que je lui rends hommage dans Et ce vous livre. étiez étranger dans votre propre pays? Oui, curieusement. Nous étions étrangers dans notre propre pays, mais on est devenus de grands amis par la suite. Et il est parti beaucoup trop tôt. Il souffrait d'une maladie pulmonaire qu'on voit rarement et qui l'a emporté en quelques jours. Alors, Eugène est très précieux, a été un être très précieux dans ma vie. Il fait la preuve que quand une personne croit en une autre personne, la première, celle qui croit dans l'autre, peut aider l'autre personne à, j'ai envie de dire, développer certaines de ses capacités, son potentiel. On sait déjà ça, mais je crois qu'il y a des jardiniers de l'âme, moi. C'est très important, les jardiniers de l'âme. Des personnes qui peuvent permettre à des âmes de venir au monde, de pousser, etc. On peut tous et toutes être les jardiniers de l'âme, les uns et les unes pour les autres. Je crois ça. Et Eugène a été un jardinier de l'âme pour moi, littéralement. Et vous, comme vous êtes le jardinier des âmes des autres aussi. Vous... Ah, merci. J'essaie je crois beaucoup, moi, qu'on peut créer des contextes et favoriser la croissance de quelque chose qu'on voit de beau chez l'autre et que l'autre ne voit pas nécessairement. Ou refuse de voir. Ou refuse de voir, ou a peur de voir. Oui, on dit qu'on a très très peur de sa propre lumière. Tout à fait. Alors on peut voir ça chez l'autre. Et c'est aussi banal et aussi simple que d'arroser les plantes qu'on a chez soi pour leur permettre de continuer à pousser, à vivre. On peut faire ça les uns et les unes pour les autres. Parce qu'on ne voit pas, on vient de le dire, mais j'aime bien le répéter, on ne voit pas toujours pour soi-même ce qu'on a à l'intérieur de soi, parce qu'on a peur, pour toutes sortes de raisons. Alors, c'est ça. Donc, Eugène a été un jardinier pour moi. Merci Eugène. Ouais. Alors dans ce livre-là, on a perdu un peu Pansouillard le hamster. Par contre, on a tout un zoo. Tout un zoo. Alors le livre dont on avait fait l'émission sur le jour où je me suis aimé pour de vrai. C'est un roman. C'était un roman avec... il y avait un animal quand même dedans. Dans le jour où je me suis aimé pour de vrai, on est plus dans la relation avec entre oui, le garçon. Le petit garçon avec sa maman et avec j'ai envie de dire deux de ses amis à peu près du même âge que lui et un vieux personnage qui est un psychiatre. Bon, alors on est plus dans ça. Mais dans Pansouillard le hamster ou les aventures de Pansouillard le hamster, là on a un autre animal. Je passe souvent par la métaphore. Moi, je crois beaucoup à la métaphore.
Dans ma vie, les métaphores ont eu beaucoup d'importance. Mon père nous a... J'aime bien raconter cette anecdote. J'étais roux, j'avais les cheveux roux, moi, quand j'étais enfant. Et à l'école, on était victime d'intimidation quand on avait les cheveux roux à l'époque. Je vous comprends. Ouais, hein? Ben oui, vous aussi. Parce que nous étions des étrangers avec les cheveux roux. On est une minorité. On était une minorité. On faisait peur. Parce qu'on était différents, on était ostracisés. Les sorciers. Oui, effectivement. C'était relié à des croyances que les gens avaient à notre sujet. Et notre père, pour nous apaiser quand on revenait de l'école et qu'on avait été victime d'humiliation publique, littéralement, parce qu'on nous avait lancé toutes sortes d'injonctions, toutes sortes de phrases malveillantes, et bien pour nous apaiser, il nous lisait des contes. Et il nous racontait l'histoire de Poil de carotte. C'est une histoire triste. Oui, mais quand même, nous, ça nous permettait quelque part de nous réconcilier avec la couleur de nos cheveux, d'entrer dans une certaine forme d'apprivoisement de ce que nous étions. Et à cause de ça, la métaphore est devenue très importante dans ma vie. Et quand j'ai commencé à soigner des personnes qui souffraient d'épuisement ou de toutes sortes d'autres maux de l'âme, j'ai étudié beaucoup le travail d'un psychiatre américain qui s'appelle Milton Erickson, qui utilisait abondamment la métaphore quand il soignait des personnes. Il fait de l'hypnothérapie. Il faisait de l'hypnothérapie, puis il utilisait beaucoup la métaphore parce qu'il passait par le cerveau droit pour faire entrer j'ai envie de dire, des idées subliminales, soignantes. Et quand on entre dans la métaphore, on entre dans un univers qui... Bon, on peut y vivre des peurs, mais par personnage interposé. Par conséquent, on n'est pas autant soi-même, j'ai envie de dire, aux prises avec ces peurs-là. Et c'est ça qui est bien dans la métaphore. On peut... et tous les contes de notre enfance, et les fables de La Fontaine, et tout ça, qu'est-ce que j'ai appris des choses à travers ces contes, ces fables, qui m'habitent encore d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'on trouve dans votre livre. Alors vous dites que ce livre souhaite cependant s'adresser autant aux utilisateurs de leur cerveau gauche qu'à ceux de leur cerveau droit. En fait, il souhaite rejoindre les utilisateurs de tous les cerveaux disponibles. Ça parle de l'ego, et l'ego, il serait plutôt caché dans le cerveau reptilien. Oui, et il va beaucoup dans le cerveau gauche. Parce qu'il est beaucoup associé au langage, au discours qu'on se tient à soi-même, qui sont à l'origine de tous les scénarios catastrophes qu'on fabrique dans notre vie. On ne m'aimera plus, on ne m'appréciera plus, je ne pourrai pas avoir la promotion dont je rêvais, je ne serai plus reconnu pour le travail que je fais. Tous ces discours qu'on entretient à l'intérieur de nous, de notre cerveau, sont des discours qui sont dans l'ère du langage, qui est dans le cerveau gauche. Et ce sont des discours qui sont liés vraiment à notre ego. Beaucoup de gens me disent depuis un certain temps, vous êtes obsédé par l'ego, vous le voyez partout. Ah ben oui. Je le vois partout. On le voit partout, on voit aussi l'état de la planète. Hein. Voilà. Dans le premier conte, on peut dire, la première histoire, il s'agit d'une ruche avec un peu... Quand j'ai lu cette histoire, avec ces abeilles, la dernière abeille, ces abeilles génétiquement modifiées par l'ego des hommes qui pensent que on peut faire des animaux génétiquement modifiés, c'est tout à fait l'histoire de notre humanité en ce moment. L'ego ne veut pas disparaître, on est d'accord, et ça c'est aussi le problème de l'attachement. Vous pouvez nous en parler ? Absolument. À travers l'ego, c'est un mot qu'on utilise un peu à toutes les sauces. Hein? Ah bon, il a un gros ego, etc. Égoïste. Mais il est rare qu'on s'arrête pour aller en profondeur, creuser cette question de l'ego. Et quand on la creuse, d'abord se demander ce que c'est, on découvre que c'est le besoin qu'a eu l'être humain d'avoir le sentiment d'exister à travers certaines identités qu'il fabrique. On s'identifie à des objets qu'on possède, on s'identifie à des choses que l'on fait, etc. À son travail. Et c'est là qu'arrive l'attachement. On s'attache à ces objets auxquels on s'est identifié, on s'attache aux choses que l'on fait,
Et cet attachement fait qu'on devient comme un peu prisonnier de ces images qu'on a de soi-même, des identités qu'on a fabriquées, et qu'on devient très vulnérable à travers toutes les attaques qui peuvent être malheureusement, je parlais tout à l'heure, on peut s'attacher à la couleur de ses cheveux, mais à travers toutes ces attaques dont on peut éventuellement, malheureusement, être, entre guillemets, je mets entre guillemets, victime au cours de sa vie, parce que ce à quoi on s'est attaché est attaqué. Par exemple, si je m'attache à mon travail et qu'on attaque mon travail... Ou que je le perds. Ou que je le perde, exactement. Ce qui est arrivé d'ailleurs à mon papa, parce que mon papa, quand il avait 56 ans, il a été convoqué avec tous les hommes de 50 ans et plus dans l'endroit où il travaillait. Et on leur a dit, vous partez dans 2 jours. On leur a donné une année de salaire et un crayon. Uniquement des hommes de 50 ans et plus dans cette salle. Ça devait être incroyable. Et papa a quitté la salle avec tous ses collègues. Et 3 mois plus tard, pour la première fois de sa vie, il était malade. Il a fait il m'a dit, je me suis retourné vers lui pendant un repas, puis il m'a dit, je vais vraiment pas bien. Et j'ai pris son pouls, et il avait un rythme cardiaque très irrégulier. Je l'ai conduit aux urgences. Il a été soigné, bien sûr, mais l'image que j'ai gardée, c'est qu'il était assis sur une civière dans sa petite chemise d'hôpital. Il a pris ma main et il m'a dit, tu sais, je suis devenu un déchet social. Il était tellement attaché à son travail, c'était devenu une couche identitaire. Il n'a pas pu rebondir, il n'a pas réussi à rebondir. Ça a pris presque 1 an avant qu'il soit capable de rebondir. Donc il a rebondi. Il a rebondi. Oui, c'est très important ce message. Parce qu'on peut rebondir en découvrant que nous ne sommes pas ces identités que nous avons fabriquées. Je ne suis pas les objets que je possède, je ne suis pas mon veston, ma voiture, etc., mon stylo. Je ne suis pas mon travail non plus. Je peux très bien m'investir dans un travail en considérant que je suis tout à fait autre chose que mon travail, c'est-à-dire cette essence qui est liée à, et je reprends toujours cette même phrase, à ce qui en moi ne vieillit jamais. Ma capacité d'aimer, ma capacité d'être présent, ma capacité de m'émerveiller, ça c'est ce que je suis. Alors on revient sur cette ruche quand même avec ces abeilles génétiquement modifiées, ces reines, hein, ils n'ont plus besoin d'humains sur cette terre. Et c'est très étrange parce que en transférant leur mémoire, les hommes ont aussi transféré leur peur de disparaître. C'est le problème de l'attachement et on est dans un monde où tout devient virtuel, où on s'attache, donc cette peur de disparaître avec cette intelligence artificielle qui devrait remplacer les humains. Je pense que ça parle à tout le monde. Les hommes en parlent constamment, mais ils n'ont rien compris parce que ce n'est pas la mémoire qui prouve le présent, c'est l'attention. Et les hommes donc constamment n'ont rien compris. Ils veulent transporter leur mémoire dans le futur, dans l'espoir d'y trouver le présent. Ouais. Et ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On est tous en train de croire que, en transférant des données sur un ordinateur, ça va perdurer. Mais qu'est-ce qui va perdurer? Exactement, c'est une question fondamentale. On se la pose très peu. On est émerveillé devant nos capacités à transférer ces mémoires, les données. Et mais qu'est-ce qu'on va recevoir? Ben voilà, c'est une question fondamentale. Qu'est-ce qu'on transfère vraiment? C'est une question fondamentale. On transfère des souvenirs, mais transfère-t-on la capacité d'être présent? Transfère-t-on la capacité d'être attentive à l'autre? Est-ce qu'on transfère ça? Ben non. Justement, on s'en écarte. Complètement, absolument. Alors là, c'est tragique, parce qu'on a une illusion d'immortalité en transférant des données, qui est complètement à côté de ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire la capacité d'être présente à l'autre. Ça, on ne transfère pas ça. On l'a perdu, complètement perdu. Et c'est ça qui est tragique dans cette espèce d'illusion d'immortalité qu'on véhicule constamment et qui permet à plusieurs personnes de s'émerveiller même. Moi, je trouve que c'est tragique, que ce n'est pas une source d'émerveillement. L'intelligence artificielle peut être utile dans certains contextes.
Oui, c'est-à-dire on peut avoir des membres manquants, Voilà. un fauteuil roulant qui se tiennent debout Voilà. au lieu d'être assis, ce serait pas mal. Oui. Que les handicapés soient debout plutôt que toujours Voilà. dans un siège. Voilà. Mais ça, c'est encore pas pour demain. Mais Non. par contre, voilà. Donc, nous vivons dans la peur et dans l'hostilité, dans ce monde super informatisé. Finalement, Ouais. on n'arrête pas de nous dire de faire attention à nos sacs et de prévenir s'il y a un problème. Exact. On vit dans un monde de fous, Ouais. dans la peur et l'hostilité. L'important, c'est de reconnaître le besoin de l'ego et ce besoin de se protéger et de s'immortaliser. Et vous dites, bienvenue dans la peur de n'être rien. C'est important. Bienvenue dans la parole juste, celle qu'on a pesée avant de la prononcer, en se demandant s'il était à ce point nécessaire de la faire entendre. Ça, c'est la fin de la ruche, parce qu'à chaque fois que vous faites un conte, il y a une partie après où vous disséquez un peu pour le cerveau droit et pour le cerveau gauche. Ouais. Donc c'est bienvenu de reconnaître que l'ego s'attache, Ouais. et bienvenue de le reconnaître déjà, et bienvenue à l'attachement, Ouais. parce que c'est la seule manière de s'en détacher. Ah, bravo. Ouais, merveilleux. Magnifique. C'est tout à fait ce que je crois. C'est que si on n'en prend pas conscience, si on n'y va pas, si on n'ouvre pas les bras pour accueillir ça, jamais on s'en détachera parce qu'on ne sera pas conscient que ça existe et à quel point ça nous prive de la véritable liberté, c'est-à-dire d'en être détaché. De toutes ces formes d'attachement. On confond l'amour avec l'attachement, ça c'est un cliché, mais on l'oublie. Aimer, c'est pas être attaché. Être attaché, c'est être prisonnier. C'est avoir peur de perdre. C'est avoir peur de n'être plus rien si on perd. C'est tout ça, être attaché. Aimer, c'est la liberté. C'est l'autre part et je ne suis pas perdu. L'autre part et je ne suis pas détruit. Je suis encore capable d'aimer d'autres personnes, d'aimer la vie, d'aimer arroser mes plantes, peu importe. Mais j'ai encore cette capacité à l'intérieur de moi. Alors l'attachement me rend prisonnier littéralement et on confond tellement aujourd'hui à notre époque amour, attachement, liberté versus l'ego qui se développe et devient extraordinaire, exceptionnel, unique, rempli de médailles et de trophées. La réussite à tout prix, on l'associe la réussite à la liberté, ce qui est ridicule. Qu'est-ce qu'on définit aujourd'hui comme réussite? C'est d'avoir tassé tout le monde. Pour beaucoup de gens. Oui, enfin, ça dépend. Oui, c'est sûr. Vous avez raison. Il y a des réussites qui sont, je vais me corriger, il y a des réussites qui sont d'avoir permis à son potentiel de s'exprimer, d'avoir permis à ses qualités de se développer, ses talents. Ça, c'est une véritable réussite. D'avoir mis des enfants au monde et voilà. les avoir bien élevés. Les avoir bien élevés, d'avoir été présent, complètement présent à ses enfants, à leurs besoins. J'aime beaucoup dire maintenant de leur avoir permis de découvrir qu'on pouvait passer au cours de sa vie du besoin d'être aimé à la capacité d'aimer. On peut enseigner ça aux enfants, leur faire découvrir que s'ils passent toute leur vie prisonniers du besoin d'être aimés, ils vont faire peur à plein de gens. Alors que s'ils découvrent leur capacité d'aimer, ils vont s'entourer de personnes qui vont avoir envie d'être avec elles. Ça, c'est votre prochain livre, je le sens. Probablement. Mais ça, c'est ce qu'on peut... Ça, ce sont des véritables réussites. Alors que les médailles, bon, c'est bien d'avoir des médailles, c'est bien d'avoir accompli des choses, mais c'est pas là qu'on trouve la liberté. Pas du tout, parce qu'on a besoin d'avoir d'autres médailles par la suite. On a besoin d'avoir encore ce qu'apportent les succès, c'est-à-dire une attention éphémère, etc., etc. Alors oui, voilà. Alors ensuite, on va passer à l'histoire d'amour. On va laisser la truite et le clochard, on verra après. Mais dans cette histoire d'amour, il y a l'histoire d'un percheron, Onésime et Lasca, une super jument, je pense, une alezane peut-être. Et c'est une histoire d'amour, donc il faut laisser l'autre se faire mal pour lui permettre de croître. Tu t'es perdu en elle avant de t'être trouvé. C'est tout l'importance de l'histoire d'amour, c'est-à-dire on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'est pas trouvé déjà soi-même. Oui, tellement, je crois tellement ça personnellement. Parce que comment peut-on offrir à l'autre ce qui pourrait permettre à cet autre de devenir soi-même si on est constamment soi-même assoiffé de cette attention que l'autre pourrait nous offrir
pour qu'on devienne qui on est. C'est peut-être un peu compliqué ce que je viens de dire là. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui, puis j'avais été très touché moi par les lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke quand j'étais jeune, où il disait justement quelque chose comme ça, la passion, le besoin d'entrer en fusion entraîne beaucoup de personnes à se perdre dans une relation avant de s'être soi-même trouvé. C'est-à-dire d'avoir découvert son propre potentiel, sa propre capacité d'être présente à l'autre et à la vie en soi et en l'autre, pour que ça puisse aller vers quelque chose qu'on construit en commun, qu'on bâtit ensemble, plutôt en étant complètement soi-même, plutôt que de se perdre complètement dans l'illusion que si on se perd dans l'autre, enfin, on va être apaisé. Nos peurs vont être apaisées, notre peur de ne pas exister, notre peur de ne pas être quelqu'un, de ne pas être reconnu au cours de sa vie. On entre en amour, je dirais, là, l'espèce d'illusion que parce que tout à coup quelqu'un nous a choisi, ça y est, on est apaisé pour le reste de sa vie, parce qu'enfin on est quelqu'un aux yeux d'une autre personne. Et on n'a pas compris que... Et c'est peut-être la relation entre la mère et l'enfant, ça. Oui, absolument. Et ça, c'est important, parce que quand on est enfant, on a besoin de ce regard-là pour pouvoir survivre, pour pouvoir être bien nourri, protégé, cajolé et tout. Ça, donc, c'est le cerveau reptilien. Oui, on est encore très, très, très dans le très primitif, là. Tout à fait. Mais il y avait aussi cette autre phrase, laisser l'autre se faire mal pour lui permettre de croître. C'est-à-dire accepter que l'autre fasse des erreurs et le laisser faire ses erreurs. Hein. Oui, tout à fait. C'est le deuxième chapitre. Donc, bienvenue chez les humains, parmi les humains. Bienvenue dans le monde des attentes, dans le monde de l'attachement et des erreurs. On va revenir un peu sur la truite et le clochard. J'ai trouvé un mot très drôle. Vous dites à un moment qu'il y avait un brouillard musclé. Ça, je me suis amusée à me demander comment le brouillard pouvait être musclé. Mais oui, il y a des brouillards musclés, il y a des brouillards qu'on a du mal à franchir. Oui, exact. Tout à fait. On s'y sent étouffé même, on s'y sent comme tellement serré, tellement à l'étroit qu'on... Ça, c'est canadien, ça, non? Oui. D'accord. Qu'on a l'impression d'étouffer dans ces brouillards. Et pourtant, bienvenue dans ces brouillards. Parce que l'essence de tout ce travail, c'est bienvenue chez les humains. On est dans un monde, je crois, présentement en tout cas, où on crée l'illusion qu'on peut... être à l'extérieur de toutes ces émotions, toute la culpabilité, la peur, la tristesse. On a l'impression souvent qu'on nous crée l'illusion qu'on peut arriver à être un personnage exempt de toutes ces émotions-là. Mais c'est pas vrai, on nous le répète à longueur de journée. Faites attention à votre sac, méfiez-vous. Ouais, c'est ça. Appelez-nous s'il y a un problème. Oui. Donc on peut pas on fait tout pour justement nous remettre dans la peur et la peur de l'autre et la peur de tout ce qui peut arriver, l'insécurité. Alors qu'il y a des moments où on se sent coupable d'avoir peur. Et ça nous... Je sais pas si vous prenez le métro à Paris. Oui, absolument. Mais c'est même... ça nous habite en permanence. C'est dans toutes les langues et on peut pas lire un livre, on n'est pas tranquille. C'est du rabâchage. Tout à fait, c'est juste... Il y a les deux éléments qui cohabitent. À la fois, il y a cette peur omniprésente qui peut même être... et là, on peut parler de la peur qu'a l'ego de disparaître aussi, là. Puis en même temps, il y a cette culpabilité parfois d'avoir peur. C'est-à-dire, il faudrait que tu sois suffisamment fort, si tu travailles sur toi beaucoup, si tu fais toutes sortes d'exercices, tu vas finir par être capable de ne plus avoir peur, de traverser en une fraction de seconde n'importe quelle forme de tristesse. Mais c'est complètement faux. On est dans un univers où actuellement, notre corps, tout notre corps n'est pas fait pour vivre au rythme, et je le mets au pluriel, au rythme qui nous sont imposés. Je ne peux pas digérer à toute vitesse. Je ne peux pas éliminer à toute vitesse. Je ne peux pas absorber toutes les informations auxquelles je suis exposé à toute vitesse. Mon cerveau n'est pas capable de ça. C'est faux.
Et Mais c'est le cerveau reptilien, vous dites qu'il faut qu'il ralentisse. oui, et oui, parce que les rythmes biologiques ne sont pas du tout en concordance avec la société dans laquelle on vit. essaye d'aller plus vite que l'ordinateur, Tout à parce que fait. l'ordinateur va nous dépasser, donc c'est une grosse... Voilà. On revient dans la truite et Oui. le clochard, donc Oui. c'est quand même toute une histoire de pauvreté. Oui. Et vous dites que on se mire dans la pauvreté, et les humains se mirent dans ta pauvreté, dit la truite au clochard. Tu leur rappelles leur fragilité, leur vulnérabilité, leur fatigue, le temps qu'ils consacrent plus à donner un sens à leur vie. Ta différence mobilise l'angoisse qui les paralyse. Ce n'est pas toi qui le bannis, c'est ce que tu signifies. Il y a cette rapidité et puis aussi cette pauvreté qu'on voit de pire en pire autour de nous. C'est vrai. Et donc c'est encore l'ego qui est là en se disant c'est ce qu'on veut pas être, et en même temps on en a de plus en plus autour de nous, c'est-à-dire comme si Ouais. c'est les deux Oui. c'est les deux côtés de la médaille de notre société. Il faut aller vite, comme vous le dites. Il faut se méfier du prochain. Et il ne faut pas trop regarder les pauvres qui sont par terre. Non. Pas trop s'attarder. Non. Et la conséquence terrible, c'est de même de vouloir faire disparaître ça. Parce que ça nous rappelle trop notre propre vulnérabilité. Mais on ne peut pas le faire disparaître, puisque Non, c'est fait justement. exprès pour justement nous montrer que... Exact. C'est fait exprès pour nous montrer ce qui nous attend. C'est cette fameuse frustration existentielle de Viktor Frankl que vous avez un peu citée dans votre livre. Oui. On a une frustration existentielle. Ah. Parce que le paradis pourrait être là, mais s'il n'y avait pas tous ces gens qui sont pauvres, tous ces gens qui peuvent nous voler notre sac, nous mettre des bombes dans les métros, c'est quoi cette frustration existentielle? C'est cette incapacité, je reprends les mots de Frankl, cette incapacité très contemporaine à donner un sens à sa vie. Frankl, qui a vécu les camps de concentration, avait découvert pendant son séjour en camp de concentration que si il observait toutes les personnes autour de lui, puis il a découvert que les personnes qui arrivaient à avoir une certaine forme de résilience étaient les personnes qui arrivaient, et c'est terrible, à donner un sens à leur quotidien, à travers les apprentissages qu'ils faisaient, la solidarité qu'ils pouvaient s'apporter, le soutien qu'ils pouvaient s'apporter, etc. Et que les personnes qui n'arrivaient plus à donner un sens à leur quotidien entraient dans des états de dépression profonde. Et il a découvert l'importance de donner un sens à ce que nous vivons, à ce que nous faisons, etc. Et la frustration existentielle contemporaine est liée à la difficulté qu'on a à donner un sens à ce que nous vivons au quotidien. Et Frankl dit que pour compenser l'état dans lequel l'absence de sens nous projette, parce que l'absence de sens nous projette dans un état de grande fatigue, de détresse psychologique. Et il dit pour éviter d'entrer dans cette grande fatigue et dans cette détresse psychologique, il y a toutes sortes de voies que l'être humain utilise. Je cite toujours Frankl, toutes les toxicomanies, alcoolisme, etc. Dépendance pour geler son cerveau, etc. Une autre voie à utiliser pour sortir de la frustration, de l'espèce de vide, de sentiment de vide, je reprends encore l'expression de Frankl, c'est le jeu, le gambling. Oui, et on est en plein dedans. Là. Exact, tout à fait. Moi-même, je passe du temps à jouer pour essayer d'oublier. Ben voilà, pour s'exciter. Une autre forme, c'est la violence sociale. C'est très intéressant, les gangs de rue, etc. J'ai des jeunes qui n'ont plus de sens à leur vie. Pour s'exciter et sortir du sentiment de vide, de détresse psychologique, vont commettre des actes de violence. Kubrick, dans l'Orange Mécanique, avait illustré ça aussi. Et il y a une autre forme qui est très intéressante, c'est la boulomanie, le workaholisme. Travailler. Tout le temps, pour se geler encore, s'anesthésier. Puis une autre qui est très intéressante, il l'appelle en anglais le gossip mania. C'est le commérage. Qui est une manière de sortir encore du sentiment de vide. Ou de donner des points, des bons points, de faire des pouces en haut ou en bas, c'est-à-dire de se donner la possibilité de juger l'autre alors qu'on est caché derrière un ordinateur. Voilà. Moi, ça, je trouve ça horrible. Terrible. C'est tragique. Et c'est un grand sentiment de vide. Pour aller jusque-là, c'est une façon que, malheureusement, les gens n'en sont pas conscients, mais c'est une façon qu'utilise le cerveau pour sortir du sentiment de vide. Parce qu'on devient tout à coup un juge. Donc, on est dans une position d'autorité. On est dans les jeux de Rome. Oui, exact. On est Néron. On est Néron.
Tout à fait. On est dans un monde qui va pas bien. Ouais. On va parler de la chouette et de l'éponge. L'intérêt, ça serait d'être une éponge et juste une éponge. Et il y a un perroquet aussi. Il y a des perroquets dans votre histoire. C'est drôle. Enfin, c'est drôle, cette histoire de perroquet qui raconte toujours. Vous en avez mis du temps, hein, auditeurs, auditrices. Vous en avez mis du temps à comprendre, à vous réveiller. Donc, il y a des thérapies par immersion. C'est quoi les thérapies par immersion? En fait, quand on parle de quelque chose comme, bon, je prends l'exemple d'une araignée, on peut permettre à une personne d'apaiser sa peur en la mettant en contact progressivement avec des photos, des photos, c'est ça, des représentations des araignées, et progressivement l'amener à être en contact avec une petite araignée, puis une araignée plus grosse. Et il y a une espèce ça devient une immersion dans l'univers de l'araignée qui permet à la personne d'apaiser cette peur qu'elle a, qui est souvent liée à un traumatisme vécu beaucoup plus tôt dans sa vie, où le cerveau avait choisi comme moyen de se protéger, de générer la peur pour ne plus avoir à vivre le traumatisme vécu. Par exemple, quand on a 3 ou 4 ans et que notre grand frère nous jette une araignée sur les genoux pour la première fois de notre vie. Alors, ça, c'est la thérapie par immersion. Mais je me suis amusé beaucoup dans le livre en disant que présentement, à cause de l'activité de l'ego, nous sommes constamment... l'ego a tellement toujours peur de mourir, de disparaître, et que j'aimerais ça pouvoir utiliser un autre mot que le mot ego. C'est l'espèce de besoin d'avoir une identité à tout prix. Le moi, le grand moi. Le sentiment d'être quelqu'un aux yeux de quelqu'un d'autre, etc. Le sentiment d'être séparé, d'être moi. C'est oui, un d'être grand séparé. Moi. Voilà, moi. Je suis moi, c'est moi. Exact. C'est moi. Alors, et je me demandais comment pourrait-on, à travers une thérapie par immersion, se débarrasser de cette peur-là? Comment pourrait-on arriver à ramener l'attention, mais complètement dans la capacité qu'on a d'être présent. Je suis en train de lire un philosophe dont j'ai oublié le nom, malheureusement. Ça va revenir. Mais c'est un nom asiatique. Et il dit que c'est plus que jamais, à notre époque, important d'entrer dans l'attention profonde et l'attention contemplative. C'est-à-dire la capacité d'être complètement là. Et puis de se retirer, parce que là, vous parlez des thérapies par immersion, mais il y a aussi toutes ces injonctions par immersion, où on est en train de nous plus ou moins nous programmer pour nous dire que la guerre, c'est pas si mal en ce moment. Ouais, vous avez raison. C'est-à-dire que franchement, si on écoute bien tout ce qui se passe, voilà, il n'y a pas que la thérapie, il y a aussi l'immersion de tout ce qu'on entend, et ça serait bien qu'on reste en train de contempler. Donc, 2 mondes, il y a le monde de l'ego et le monde de la présence. Bienvenue dans les limites, dans nos limites, acceptons nos limites. Accueillons-les, découvrons-les. Ça aussi, c'est important, parce que on est dans un monde où on nous fait croire que les limites n'existent plus. Ben non, on va vivre éternellement. Oui. La société de la performance. On va rester jeune, tout ça. Tu peux toujours aller plus loin, se dépasser. Un jour, on m'a demandé Mais se dépasser pour aller où? C'est ça. Et qui dépasse qui? Ça, c'est une autre question importante. Se dépasser soi-même. Mais pour aller où? Mais même à ça, soi-même. Mais où on va? On dépasse quoi? Et à partir de quel moment, justement, sait-on qu'on a dépassé? On a couru plus vite. Mais se dépasser, il y a le mot passé derrière. C'est-à-dire, on laisse le passé derrière, et on va vers un présent. C'est ce qu'on disait au début. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on disait tout au début, là, en vérité. C'est le transfert des mémoires, hein, c'est-à-dire, nous vivons dans la peur. Voilà, c'est le transfert des mémoires, c'est-à-dire, on s'imagine que, en travaillant dans le futur pour dépasser le passé, on va aller quelque part. C'est ça. Sans se demander où on va. Mais on ne vit pas le présent. Non, absolument pas. On n'est justement pas dans le présent, là où est la vie. Sauf pour prendre des injonctions un jour dans une organisation existentielles. Ah ouais, exact. Un jour dans une organisation, on m'avait demandé de faire une conférence en me donnant le titre. On m'avait dit, pourriez-vous nous parler de ce sujet? Et on m'avait dit, se dépasser sans se brûler. Pourriez-vous nous parler de ça? J'ai dit, je ne suis pas certain que vous voulez vraiment m'entendre parler de ça. Parce qu'on voulait inviter tous les employés à se dépasser sans arrêt, sans se brûler. Mais on ne voulait pas que je prononce le mot limite.
Parce que, évidemment, se dépasser, ça veut dire qu'on abolit les limites pour toujours aller plus loin, toujours. Alors, j'ai commencé la conférence en leur disant qui dépasse qui. À partir de quel moment savez-vous que vous vous êtes dépassé parce que c'est jamais fini? Mais se dépasser, c'est se dépasser soi-même en plus. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qui je suis moi aujourd'hui pour pouvoir me dépasser. Oui. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai besoin de dépasser. Voilà. C'est pas le vrai mot en vérité qu'il Non. faudrait. Ça serait un autre mot qu'il faudrait. Non, mais un mot intéressant, ce serait développer son potentiel, ses capacités, ses ressources. Il y a des talents sur cette planète qui n'ont jamais malheureusement pu voir le jour parce qu'il y a des personnes chez qui on a étouffé ces talents. On a mis un couvercle sur ces talents. On les a pas laissés passer. On les a pas laissés passer. Voilà, on les a pas laissés passer. Alors qu'on aurait pu leur permettre de venir au monde. Ça, c'est intéressant. Mais se dépasser, toujours se dépasser, c'est la société de la performance, encore une fois, et l'absence de limites. Alors, bienvenue dans les limites. Bienvenue dans la fatigue. Bienvenue parce qu'elle va vous permettre de découvrir que vous êtes des êtres humains et elle va vous apprendre quelque chose, cette fatigue, à votre sujet. Vous pourrez vous reposer, par exemple. Vous pourrez contempler, par exemple, et vous donner la permission de le faire. Enfin. Allez, on passe à l'animal suivant, les animaux suivants, parce qu'il y en a plein. Il y avait même une girafe dans l'histoire qui voulait avoir un cou plus petit, parce qu'elle trouvait ça dommage d'avoir un cou trop long. Mais là, on va passer plutôt à l'huître et le vieillard. Cette huître qui voudrait faire des perles, et ce vieillard qui est sans rides. Et il est question de la fatigue, mais qu'est-ce qu'on sait de la fatigue? On dit toujours, je suis fatigué. Mais qu'est-ce qu'on sait de la fatigue? Moi, je pense qu'il y a plusieurs formes de fatigue. Il y a plusieurs formes de fatigue. Il y a une fatigue qui est liée à nos limites. C'est pas vrai qu'on peut fonctionner à haute vitesse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. C'est complètement faux. La fatigue est un appel lié à une forme de sagesse organique qui nous dit ça suffit, stop. La fatigue, c'est quelque chose qui vient de très très loin, qui est aussi primitif, mais qui est une forme de sagesse. Mais il y a une autre fatigue, qui est la fatigue plus existentielle, dont on a parlé un peu plus tôt, qui, elle, est liée à l'absence de sens, à la perte de sens aussi, parce qu'on s'est identifié à quelque chose, à son travail, par exemple, et qu'on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à être quelqu'un à travers son travail, qu'on ne sera jamais reconnu à travers son travail, etc. Et ça peut générer une fatigue d'un autre ordre. C'est une fatigue psychique, qui, elle aussi, peut nous permettre d'apprendre quelque chose de très précieux. Qu'est-ce que c'est que cette quête de reconnaissance permanente toute sa vie? Où est-ce qu'elle mène? Est-ce qu'elle peut être un jour, est-ce que quelqu'un peut la combler un jour, cette quête de reconnaissance permanente? Ben non. C'est un puits sans fond. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, je crois qu'on peut reconnaître l'autre. Moi, je crois qu'on peut offrir ce cadeau à l'autre personne. Qu'on peut offrir notre reconnaissance, notre gratitude. De découvrir qu'on, non pas dans le besoin permanent de reconnaissance, comme dans le besoin permanent d'être aimé, mais plutôt de passer à cette capacité d'aimer, à cette capacité de reconnaître, qui va, elle, générer de la reconnaissance. Un jour, moi, j'étais très malade, il y a quelques années de ça, j'ai fait une diverticulite qui est perforée, j'ai fait une péritonite. Bon. Et puis, il y a une infirmière qui est arrivée dans la chambre le jour où je suis entré à l'hôpital et qui, visiblement, avait perdu le sens de son travail. Elle venait travailler pour probablement recevoir son salaire, mais elle n'était plus... Elle était blindée. Elle était plus présente, etc. Et je me suis dit, tiens, si je lui offrais de la reconnaissance, je n'ai que ça à faire de toute façon, pendant que je suis ici, je vais être opéré, puis tout. Alors je me suis mis à reconnaître, mais authentiquement, c'est important, là, authentiquement le travail qu'elle faisait. Parce que quand elle entrait une aiguille dans une veine, je ne ressentais absolument à peu près rien. Elle faisait bien son travail. Elle faisait bien son travail, et je lui disais. Et croyez-le ou non, le jour où j'ai quitté l'hôpital, parce que bon, j'attendais que mes intestins recommencent à fonctionner, puis tout le monde attendait que mes intestins recommencent à fonctionner d'ailleurs, et puis j'ai fait une incontinence. Et j'étais très malheureux d'avoir fait une incontinence. Et puis j'ai sonné pour qu'on vienne m'aider, et c'est cette infirmière qui est arrivée. Mais ça faisait déjà quelques jours que je lui exprimais ma reconnaissance. Et je lui ai dit, je suis désolé, j'ai une bonne nouvelle parce que mes intestins fonctionnent, mais j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai fait une incontinence. Puis elle s'est approchée de moi, elle a pris mon bras, et elle a chuchoté, j'ai longtemps travaillé en endoscopie, je connais bien ce genre de situation, je vais m'occuper de vous. Elle s'est occupée de moi avec un raffinement, une délicatesse. Alors la reconnaissance génère la reconnaissance. Et c'est quand elle vient de l'intérieur de soi et qu'on l'offre à l'autre qu'elle va toucher la capacité de reconnaître chez l'autre. Il ne faut pas se forcer, il ne faut pas faire semblant. Voilà, il faut que ce soit dans l'authenticité. Il ne faut pas que ce soit des paroles creuses. Non, voilà.
Donc cette huître qui toute sa vie a essayé de faire une perle, qui a passé sa vie, mais c'est un peu nous l'huître aussi. Oui, tout à fait. On essaye de faire la perle, on Ouais. apprend que la perle finalement... moi je ne savais pas que la perle finalement c'était une façon de survie de l'huître. Oui, tout à fait. C'est intéressant ça aussi. Hein? Est-ce que le cancer c'est pas une perle? D'une certaine façon, on pourrait peut-être explorer ça, mais c'est vrai que la perle, c'est une façon qu'a l'huître de se protéger d'un corps étranger, qui est le grain de sable qui arrive et qui peut lui la faire mourir. Dans le cas de l'huître, c'est comme ça. Alors, elle fabrique une perle en entourant le grain de sable de nacre et elle peut vivre avec. La perle fait partie intégrante de ce qu'elle est à partir de ce moment-là. Et c'est fascinant parce qu'elle fabrique de la beauté avec ce qui pouvait la détruire. C'est extraordinaire. Alors elle l'entoure de nacre et elle peut très bien vivre avec cette perle pour le reste de son existence, en ayant fabriqué de la beauté avec ce qui, au départ, était pour elle menaçant. C'est pas conscient, bien sûr, mais je trouvais que c'est une très, très belle métaphore, hein, fabriquer de la beauté avec ce qu'on craint. Oui, et puis c'est pas en cherchant à le faire qu'elle a réussi. Donc elle Ouais, était exact. triste de ne pas l'avoir fait, alors que ça pouvait pas venir d'elle-même. Ça ne venait que d'elle-même, Ouais. mais il fallait pas s'y attendre. Non, et elle cherchait pas à être quelqu'un à travers la perle qu'elle fabrique. Elle cherchait à faire une perle. Elle cherchait voilà, tout simplement. Et là, l'harmonie apparaît. Là, le lien, c'est comme s'il y avait une coexistence saine entre l'huître et la perle à ce moment-là. Alors donc cette huître, elle est en face d'un vieillard, un vieillard qui n'a pas de rides. Et ce vieillard, il va quand même prendre une ride. Il y a tout un chapitre aussi sur la valeur du temps. Oui. Il y a même une tortue qui apparaît dans le chapitre du cerveau reptilien ou l'autre, je ne sais pas, qui elle vend du temps. Hein. Elle fait de l'argent en vendant du temps. Oui. Et c'est très étonnant parce que on la raconte l'histoire, parce qu'elle est trop drôle celle-là, cette histoire de la tortue racontée là. Elle vend du temps à des gens qui la payent pour ne rien faire. Ouais. Pour arrêter le temps. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, je pense, qui seraient... Et paradoxalement, beaucoup de gens qui seraient prêts à payer très cher pour avoir du temps aujourd'hui. Eh ben oui, mais justement, il faut faire fou, hein. le métier de la tortue, là, ça rapporte énormément, elle Ouais. est très riche, Ah oui. et les gens sont furieux, Ouais. mais en vérité, ils ne demandent pas à être remboursés. Non, non. Ah non, mais vous avez tout dit. J'ai rien à ajouter. C'est exactement ça. Mais mon Dieu, comme... en fait, c'est ça, c'est ce symbole d'une tortue, d'ailleurs, qui C'est la sagesse, la Ben tortue, oui. Sophia. qui est capable, elle, de se retirer quand elle en a envie, quand elle en a besoin, etc. Mais elle a découvert cette façon extraordinaire de devenir très riche en vendant du temps. Et elle a énormément de clients qui... Ils ne sont pas toujours contents. Hein. Non. Surtout s'ils ont demandé beaucoup de temps au départ. Oui. Ils ont du mal à arrêter ce temps. Oui, tout à fait. Puisque le but de ce livre, c'est de faire comprendre que notre cerveau reptilien, il L'apaiser. faut l'apaiser. Tout à fait. Parce que c'est en l'apaisant qu'on a... Parce que le cerveau reptilien est associé constamment à la peur, hein, la peur de disparaître, etc. Et Ça nous empêche de vivre. voilà. Tout à fait ça. Et si on l'apaise, parce que c'est la peur que notre ego disparaisse. En fait, c'est la peur que toutes ces identités qu'on s'est fabriquées disparaissent. Et ces identités, ça peut aussi bien être la maison qu'on possède, que la voiture qu'on possède, que le stylo qu'on possède, que le travail qu'on fait, ou que les opinions qu'on s'est Ou fabriquées. sa famille, ses ou sa enfants, ses famille, parents, ou n'importe quoi. des amis. Alors, toutes ces fausses identités, j'aime bien les appeler des fausses identités aujourd'hui, qui ont toute peur de disparaître. Si on arrive à apaiser le cerveau reptilien qui passe son temps à vouloir les défendre, ben là, on entre dans la vie vraiment, parce qu'on entre je réutilise l'expression dans la présence, dans l'attention profonde, dans l'attention contemplative. Et ça, c'est pas d'être inerte, hein, c'est très important. L'attention profonde, c'est quand on se parle tous les deux. Quand on est là. Dialogue, quand on est présent. là. On est très actifs présentement. Nous sommes, vous et moi, dans l'attention profonde. On est actif, on est créatif, on n'est pas inerte, on n'est pas... Alors c'est là qu'est le problème. Il y a des gens qui ont l'impression qu'en allant dans l'attention profonde, ils vont cesser d'être vivants. C'est le contraire. On est plus vivant que jamais.
Bah oui, cette tortue, finalement, elle leur vend du temps où ils doivent rien faire, parce qu'ils doivent se mettre sur sa carapace et pas bouger. Donc s'ils ont pris une demi-heure, ça va, mais s'ils ont pris une semaine, elle les nourrit et tout, mais ils n'ont pas le droit d'avoir un smartphone, ils n'ont pas de connexion Wi-Fi, ils sont seuls avec eux-mêmes et à eux de se débrouiller avec ce qui se trouve derrière. Ils paniquent, ils sont sur le dos de la tortue, parce que c'est ça le truc. Elle dit, vous pouvez monter sur mon dos, mais plus de smartphone, plus rien, et vous allez avoir du temps, parce que vous allez fonctionner à mon rythme. Là, ils payent pour pouvoir vivre ça, mais après quelques instants, ils paniquent, parce que là, ils ne peuvent plus faire autre chose que de savourer ce temps-là. Mais malheureusement, leur cerveau reptilien recommence à s'activer. Ah, qu'est-ce que je fais? Je perds mon temps. Je perds mon temps ici à être sur le dos d'une tortue, à contempler la vie, le monde, à mieux etc. contempler. Oui, parce qu'elle, c'est ce qu'elle les invite à faire. Elle les invite dans l'univers de la contemplation. Mais la majorité des personnes paniquent. Ils ont payé pour avoir accès et ils n'ont pas ça. le droit de descendre, hein, Non. en vérité. Non. Alors, bienvenue parmi les humains. Il y a une dernière histoire qui est un peu plus courte que les autres, c'est la luciole et l'éphémère. C'est nous rappeler aussi ce que c'est que notre vie. Elle n'est pas très longue, notre vie, Non. quand même. On vit constamment dans l'éphémère. Ça, c'est devenu un cliché de le dire, mais il faut se le rappeler constamment. On vit bon, je vais prendre un mot qui a été aussi beaucoup utilisé dans l'impermanence. Et on l'oublie sans arrêt. Oui, on a l'impression qu'on est éternel. On consacre même beaucoup d'efforts, énormément d'énergie à vouloir s'immortaliser. De là le lien entre d'ailleurs la ruche et la luciole et l'éphémère. Cette espèce de on se puise, on se vide à vouloir s'immortaliser. En fait, c'est l'ego qui veut rester immortel, qui ne veut pas disparaître. Alors que tout est impermanent, tout. Oui, mais peut-être que si on a cette envie-là, c'est pour être en vie aussi. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permet d'être en vie. Parce que si on se dit qu'il y a rien, c'est-à-dire que si on se dit que tout ce qu'on fait, ça n'a pas d'importance, que les gens que tout est illusion, comment se raccrocher c'est comme si on était dans un brouillard, mais pas musclé, un brouillard. Non, mais à partir du moment où je n'ai plus peur de disparaître, vraiment, j'entre complètement dans la vie avec un grand V. Parce que là, je la savoure pleinement, complètement, total. Et la luciole et l'éphémère, c'est ça aussi, c'est que la luciole... L'éphémère, elle veut que... Non, la luciole veut que l'éphémère dure plus longtemps. Dure plus longtemps, parce qu'elle tombe amoureuse. En fait, c'est une luciole mâle. Elle ne veut pas la laisser mourir. Elle ne veut pas la laisser mourir. Elle ne veut pas la laisser disparaître, alors que l'éphémère, qui a une certaine sagesse, lui fait découvrir que non, le temps est venu pour elle de disparaître, et que c'est très bien ainsi. Qu'elle a vécu un moment très intense, parce qu'on sait que les éphémères, c'est à peine 24 heures, hein, et puis la luciole assiste à cette noce, parce que ce sont des noces. Vraiment, c'est des noces. Elle assiste à ces noces où les éphémères se rencontrent et permettent à la vie de se perpétuer. Mais là est venu le moment où l'éphémère a vécu sa vie de 24 heures. Et la luciole voudrait la maintenir en vie. Et l'éphémère lui dit non, c'est bien ainsi. Pars avec ma lumière. Oui, parce qu'elle dit qu'elle a la luciole, qu'elle a une lumière froide. Ouais. Donc, clé pour les cerveaux gauches du chapitre de l'huître et du vieillard. La clé maîtresse réside dans une utilisation intelligence de l'intelligence. Apprendre à observer qu'un état d'apaisement peut être instantanément perturbé par une image de soi modifiée par des pertes qui n'ont rien à voir avec la perte de ses facultés les plus précieuses. Il est nécessaire de se répéter comme autrefois une prière, surtout en période de détresse, en période de peur, d'anxiété, d'angoisse, peu importe, plusieurs fois par jour. Répétez-vous cette prière, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, Serge Marquis. Est-ce que ma capacité d'aimer est menacée? Non. Est-ce que ma capacité de m'émerveiller est menacée? Non. Est-ce que ma capacité de créer est menacée? Non. Est-ce que ma capacité d'apprendre est menacée? Non. Est-ce que ma capacité de savourer est menacée? Non. Est-ce que ma capacité de transmettre est menacée? Non. Non. Alors, si tout ça, c'est pas menacé... Eh bien, je vis pleinement. Je vis pleinement. Ma vie. Et c'est ça, moi, je le fais même tous les soirs. Avant de dormir, ou enfin, les soirs où j'ai vécu des moments plus difficiles. Bon, je peux me permettre de le dire, j'ai perdu mon père récemment, puis le soir avant de dormir, tout en lui rendant hommage, je
je me disais, est-ce que ma capacité d'aimer est menacée? Eh ben non. C'est pas parce que je viens de le perdre, qui est quand même difficile parce que j'avais une très belle relation avec lui, que ma capacité d'aimer est menacée. Au contraire, il me le dirait lui-même, ta capacité d'aimer n'est pas menacée. Retourne à ta capacité d'aimer. Reconnecte à ta capacité d'aimer. Rebranche ton attention sur ta capacité d'aimer. Et savoure l'existence comme ça. C'est fondamental, mais toujours porté par l'intention ou par la conscience du fait que nous sommes des êtres de relation, d'abord et avant tout. Parce qu'il y a des gens qui vont amener leur attention dans le présent, mais pour faire commettre des horreurs. Je donne toujours cet exemple, puis Mathieu Ricard parlait de ça aussi, de cet individu qui fabrique une bombe. Ben, son attention est dans le présent. Hein. D'ailleurs, cette attention qui est dans le présent, il y a l'ego qui a peur de disparaître. Alors que quand on est conscient de ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres de relation, ben, l'attention va dans le présent, mais à travers ces relations, à travers cette solidarité humaine. Celui qui fabrique une bombe, je pense qu'il a surtout envie de disparaître avec les autres. Oui, c'est ça. C'est surtout ça le problème. Bienvenue parmi les humains. Petit traité de bienveillance envers soi-même, c'est paru aux éditions de La Martinière. Et puis, n'oubliez pas les autres, le jour où je me suis aimée pour de vrai. On est foutu, on pense trop. Les aventures de Pansouya, le hamster. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour terminer l'émission, Serge Marquis? Ben moi, j'ai envie de vous exprimer toute ma gratitude à vous, de m'accueillir chez vous, vraiment. Parce que je crois qu'on a tous ça un peu comme rôle présentement, de bienvenue parmi les humains pour transmettre les uns aux autres ce qu'on apprend à travers tout ce qu'on traverse. Et merci de m'accueillir chez vous. Merci beaucoup. Et sortons du brouillard, même s'il est musclé. Alors il y a cette phrase aussi à la fin de L'huître et le vieillard, quand j'entends battre mon cœur, quand je l'entends vraiment, je suis aussi en mesure d'entendre battre celui des autres. Tout à fait. Il faudrait que ce soit des cœurs qui battent à l'unisson, non, puisque la Tortue très riche a acheté les enregistrements des battements de cœur de personnages célèbres qu'elle se passe de temps en temps comme une musique. Oui, tout à fait. Et elle oublie d'écouter le sien. Alors c'est important. Mais ça fait peur d'écouter son cœur, on a peur qu'il s'arrête. Peut-être que si on l'embrasse, on va découvrir que oui, effectivement, il s'arrêtera, mais pendant qu'on l'embrasse, on est tout à fait avec lui et on est tout à fait avec tous ceux qui battent autour de lui. Voilà. Merci beaucoup Serge Marquis, bon retour à Montréal. C'est gentil, merci. Vous allez venir vivre chez nous un peu de temps en temps. Oui, parce que j'ai ma fille qui habite ici et des petits-enfants maintenant, 2 petits-fils. Alors je compte bien pouvoir passer plus de temps ici. Vous leur avez dit à la naissance, bienvenue parmi les humains? Oui. Vous avez dit ça à Marius? Oui, j'ai dit à Marius, bienvenue parmi les humains, Marius. Merci Serge Marquis. Merci Joël, c'est super gentil, merci beaucoup. IDFM 98 de la bande FM, au-delà du miroir, chaque lundi et mardi de 21h à 22h, à retrouver sur le site de la radio IDFM ou sur ma chaîne YouTube Joël Vérin.